Bonjour à tous. Bien sûr qu'il faut un chariot d'intubation difficile au bloc. Ça ne se discute même pas. Je pourrais déjà arrêter et puis aller me rasseoir. Mais enfin, dans mes jeunes années, quand on était face à une situation d'intubation difficile, chaque anesthésiste senior arrivait avec sa technique et ses outils. Cette individualisation de la prise en charge qui était basée sur des années d'expérience a montré ses limites et je vais vous le rappeler à travers un cas emblématique que vous connaissez probablement tous. C'est Madame Hélène Bromillet. On est en 2005, il y a 20 ans. 37 ans, ASA 1. Elle se présente dans un hôpital anglais connu pour une septoplastie élective sous masse laryngée. Aucun critère d'intubation difficile, tout va bien, l'étage 1. Induction de l'anesthésie, propofol embolus, rémifatalil en perf. On essaie en masse laryngée 3, puis 4, échec. Au bout de 4 minutes, la patiente désature, on essaie de la ventiler au masque avec une guédelle, extrêmement difficile, pas de résultat sur l'oxygénation. Vous remarquerez qu'à l'époque, on ne faisait pas de préoxygénation. Au bout de 6 à 8 minutes, la saturation est toujours dans les chaussettes, la fréquence cardiaque commence à descendre. Décision de curariser, tout à fait légitime, c'est ce qu'on ferait nous aussi, probablement. Mais surtout, décision d'intuber. À 10 minutes, grade de laryngoscopie, Cormac 4, intubation, impossible. Appel à l'aide. On n'arrive toujours pas à ventiler au masque facial avec une guédelle à 4 mains et sous curare. 2 collègues arrivent, dont un ORL, et une infirmière prépare un set de cricots. Entre la 12e et la 28e minute, il va y avoir de multiples tentatives d'intubation par les 3 intervenants, avec toutes sortes d'outils, avec jamais aucune efficacité sur l'oxygénation qui va rester très basse pendant toute cette période. Pour finir, à 34 minutes, on décide qu'on réveille la patiente, on arrête la perfusion de rémifatanil, elle revient en ventilation spontanée et tout le monde est content, la saturation à 95%, la patiente respire spontanément. Malheureusement, cette brave dame ne s'est jamais réveillée. Elle est décédée 13 jours plus tard d'une encéphalopathie anoxique de 20 minutes. Alors, l'intérêt de ce cas, c'est que le mari de Madame Bromillet est un pilote de ligne. Et il s'est investi totalement avec la Société britannique d'anesthésie pour comprendre pourquoi son épouse était décédée et surtout pour implémenter chez les anesthésistes des stratégies de prise en charge des situations d'urgence, en particulier en airway, qui soient les mêmes ou disons similaires à celles qui sont connues depuis fort longtemps en aviation. Ce monsieur Bromillet est d'ailleurs à l'origine de l'audit anglais de 2000, publié en 2011, qui a donc répertorié sur une année toutes les anesthésies faites au Royaume et leur outcome. L'étude des 136 cas similaires à celui de Mme Bromillet qui a été relevé dans cet audit a relevé 4 facteurs qui contribuaient à ce genre de catastrophe. La première chose, un équipement inapproprié et des compétences techniques insuffisantes. Dans le cas de Mme Bromillet, ce n'était pas le cas. On avait une abondance de matériel et des gens très compétents pour s'en utiliser. Donc, où était le bug? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Eh bien, l'algorithme, une stratégie. On est en 2005, l'algorithme anglais date de 2004, donc il était connu et il a été reproché aux collègues de ne pas l'avoir suivi. Mais surtout, ce qui a frappé M. Bromillet comme pilote, c'est qu'il n'y avait aucune communication dans l'équipe. En particulier, on n'a pas tenu compte de l'avis des infirmières qui ont préparé un set de cricots à 10 minutes déjà, mais qu'on n'a pas écouté. Donc, suite à cet algorithme, en fait, ce qui est le plus intéressant qui est ressorti de cet audit, c'est l'impact des facteurs humains sur notre gestion du stress. Et on a fait appel aux psychologues qui nous disent qu'en cas de stress intense, notre cerveau, pour se protéger contre la surcharge cognitive, a tendance à se fixer sur un seul objectif, l'intubation en l'occurrence. Nous ne sommes plus capables d'innover, de décider, et nous n'avons plus de recul. Nous n'arrivons pas à apprécier l'ensemble de la situation. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel que vous connaissez tous. Le deuxième constat qu'on a demandé aux psychologues, il date d'un monsieur
psychologue américain, Barry Schwartz, qui en 2004 a postulé, en observant notre société de consommation, que plus on a de choix et plus on a d'options, on devrait être beaucoup plus satisfait, puisqu'on aime bien avoir la liberté de choix et la liberté décisionnelle. Eh bien, en fait, il a démontré que plus on a de choix, plus ça complexifie et ça retarde la prise de décision, ça génère de l'anxiété, et on a toujours le doute d'avoir fait le bon choix. Donc, trop de choix, c'est un problème et non une solution, comme on le pensait autrefois. Suite à ce constat, en 2016, un anesthésiste australien, malheureusement poursuivi actuellement pour acte de pédophilie, bon, voilà, ma foi, mais je l'ai quand même cité, parce qu'il a, au totif, j'ai trouvé ça dans la presse, il a fait le constat inverse. Moins, c'est plus. Less is more. Pourquoi? Si on fait moins de choix, il y aura moins d'anxiété, plus d'efficience, plus d'efficacité et de sécurité. Voilà pourquoi nous avons un algorithme simple. Bon, je suis suisse, je l'ai mis. Un algorithme simple à seulement 4 étapes, privilégiant l'oxygénation, relié, et ça c'est important, à un chariot d'intubation difficile dont à seulement 4 tiroirs, avec peu d'outils par tiroir, est clairement relié à l'algorithme. En fait, ça permet de bypasser la surcharge cognitive quand il faut décider ce qu'il faut faire. Donc, la présence d'un chariot d'intubation difficile a un impact sur notre psychologie. Quand il arrive en salle, ça signale à tous les intervenants qui sont dans la salle qu'on est dans une situation d'urgence. Pas besoin d'expliquer. Ça remet les pendules à l'heure, c'est-à-dire qu'on va commencer à timer, à tenir compte du temps qui s'écoule, du nombre de tentatives de ventilation et d'intubation, et on va favoriser l'adhérence à l'algorithme parce que les intervenants vont le suivre et vont pouvoir comprendre où on en est. Et puis surtout, ça permet d'accepter plus rapidement l'échec. C'est dur d'accepter qu'on n'a pas réussi. Et de dire soit on réveille son patient, soit on fait une crico. Et ça, c'est probablement ce qui est encore actuellement le plus difficile à envisager, parce qu'on a notre fierté. Donc, un chariot ou un sac d'intubation difficile, ou un tiroir, enfin ce que vous voulez, mais qui soit clairement relié à un algorithme. En fait, le chariot tout seul ne sert à rien, l'algorithme tout seul ne sert à rien, s'il n'y a pas une stratégie d'ensemble qui inclut ces deux outils et qui va augmenter la sécurité du patient, ça a été largement prouvé, qui va augmenter la coordination, la communication de l'équipe, permettre l'enseignement standardisé en simulation. Alors maintenant, on pourra dire, oui, mais enfin, un chariot d'intubation difficile, n'est-ce pas, c'est coûteux, c'est encombrant, c'est inutilisé. C'est sûr que l'intubation difficile imprévue, c'est que 2,8% des cas en électif et 5% en urgence. Alors je vais faire un parallèle osé avec l'aviation. Le siège éjectable, qui équipe tous les jets, c'est un matériel extrêmement coûteux, très encombrant, et pratiquement jamais utilisé, moins de 0,1% d'éjection. Par contre, il assure une survie de 90 à 98%, contre seulement 35% en cas d'éjection. Donc, M. Bromillet ne comprendrait pas pourquoi on se prive d'un matériel qui permet certainement d'améliorer la survie de nos patients. Je vous remercie.